Alors, ça commence comme ça. Et je cite. C'est une rencontre préliminaire et cette fois-ci, c'était le 23 août 2011. Alors, voici les informations que nous avons. Avant même de vous rencontrer, on avait été informé. Who is speaking? Le président, qui s'exprime? Non, qui parle? Juste pour que ce soit consigné. Les gens du bureau du procureur. Alors, je reprends. Alors, voici les informations que nous avons. Avant même de vous rencontrer, on avait été informé que possiblement, vous pourriez avoir des informations d'intérêt à l'enquête du bureau du procureur, compte tenu de votre position au moment des événements. Alors, lorsqu'on vous a rencontré le 9 août, il y a eu cette rencontre, brève rencontre, où on a abordé certains sujets. Suite à cette rencontre, on a eu certaines surprises. On s'attendait à ce que vous vous portiez peut-être plus volontaire et plus ouvert à fournir des informations, qu'elles soient à charge ou à décharge. Nous en avons fait part, n'est-ce pas, aux autorités en place, aux autorités de Côte d'Ivoire. Suite à cela, on vous a rencontré. Suite à cet appel, nous avons été informés que le chef de protocole de M. Sarah, M. Konan Kamaraté, Souleymane, vous aurait rencontré et aurait discuté avec vous. Et suite à cela, je crois que vous êtes rentré en contact avec nous. Et là, à ce moment-là, on vous a rencontré à nouveau le 23 août, où là, nous revenons sur les mêmes questions. Et là, vous êtes plus ouvert à coopérer ou à vous porter volontaire et à donner des informations. Essentiellement, notre question, c'est de savoir qu'est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que vous vous rappelez-vous, dans un premier temps, de cette rencontre avec M. Kamaraté Souleymane. N'est-ce pas le chef de protocole de M. Soro à l'époque? Et que s'est-il produit lors de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il vous a dit? S'il vous a parlé? Et ainsi de suite. C'est juste ça qu'on veut savoir. Et vous vous répondez, on est à la ligne 147, personne entendu, bien, entre lui et moi, il ne s'est effectivement rien passé. Je me suis porté moi-même volontaire pour la manifestation de la vérité, parce que, comme vous l'avez souligné, j'étais quand même chef d'état-major à l'époque, donc un sachant. Donc j'ai pensé qu'il fallait éclairer la cour pour la manifestation de la vérité. Le seul contact que j'ai eu avec lui, c'était pour lui dire que je devais prendre un rendez-vous, que je devais rencontrer les membres de la cour, tout comme pour arriver ici. Alors là, il y a une petite expression incompréhensible d'après le transcrit. A fallu le ministre pour m'appeler, pour me dire que la cour souhaite me voir. C'est le seul contact que j'ai eu. Sinon, en dehors de ce contact, il ne m'a absolument rien dit. C'est de manière volontaire que je suis venu. Et je l'ai toujours souligné, je me suis dit que je me mettais à la disposition de la cour. Si vous m'appelez où que je sois, je viendrai. La preuve, du Gabon, je suis venu jusqu'ici. Donc lui, c'était tout juste pour me dire que puisque la cour n'avait pas mon contact, c'était tout juste pour me dire que je devais rencontrer les membres de la cour. C'est tout. Ensuite, vous avez rencontré les enquêteurs à nouveau le 23 août 2011. Alors, fin de citation. Question.
D'abord, vous avez vu qu'il y a un petit endroit lors de la transcription de l'échange qui n'est pas très clair. À la ligne 152, il est écrit quelque chose a fallu le ministre pour m'appeler. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous souvenez, ce que vous aviez dit exactement? Ok. Alors, je vais répondre dans l'ensemble et j'en viendrai à ça. Si vous permettez, monsieur, répondez à ma question et j'aurai d'autres questions qui vous permettront peut-être de répondre dans l'ensemble, comme vous dites. D'accord. Donc, la première convocation. Le président, oui, répondez à la question et répondez à la question de façon générale et répondez à la question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais juste vous rendre compte que quand on a servi à un haut poste de responsabilité, on se doit d'avoir le ventre profond, de parler peu et d'avoir un bon comportement. C'est ce principe qui m'a guidé depuis la fin de la crise post-électorale. C'est vous dire, Monsieur le Président, que je ne me suis adressé à aucun organe de presse. Je n'ai accordé aucune interview. Je n'ai fait aucune déclaration. Donc, ce que les gens ont pu lire ici et là dans les journaux ne sont pas de moi. Et pour vous le dire, Monsieur le Président, j'étais pressé de venir ici. Vraiment pressé. Plus le temps passait et plus cela m'ennuyait. Parce que pour moi, la seule tribune, le seul lieu où je pouvais dire réellement ce qui s'est passé, c'est bien ici à la CPI ou devant un autre tribunal. Je me suis gardé de dire à qui que ce soit ce qui s'est passé. Donc, j'étais vraiment pressé d'être ici parce que j'ai essayé à ma manière de servir mon pays. Je suis un humain, je peux faire des erreurs, mais certaines personnes n'ont pas compris pourquoi j'ai réagi ainsi. Alors que j'étais au devant des combats, je défendais la République. Pourquoi, dans la deuxième phase de la crise, je n'ai pas pris part au combat? Les gens ne comprennent pas. Et il fallait que je vienne ici pour leur expliquer ça. Donc, j'étais vraiment pressé. Et quand on m'a dit que vous devez témoigner, mais j'ai accueilli ça favorablement. Favorablement. Donc, j'étais même pressé. Quand on me convoquait, je répondais. Quelquefois, même à l'heure, avant l'heure fixée, j'attendais. Je venais à 20-30 minutes avant pour attendre. Donc, j'ai dit que vraiment, j'étais très pressé et que vraiment, je souhaite, Monsieur le Président, vous le dire. Je le dirai peut-être à la fin de mon témoignage, vous dire merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de venir ici témoigner. De venir témoigner. Ça permet à tout le monde de savoir ce qui s'est passé, tant à la communauté internationale qu'à la communauté nationale. Et je l'ai fait sous serment, mais je l'ai aussi fait en me basant sur les deux lois divines. Tu ne mentiras point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Je suis fils de pasteur, Monsieur le Président. Donc vraiment, j'étais très pressé de venir et c'est tout à fait normal. Quand on me demande de venir, je viens. Maintenant, pour répondre, maître, à votre préoccupation, la première convocation a eu lieu le 9. Le 9, j'étais encore à Abidjan. J'étais encore à Abidjan. Et puis les autres convocations, c'était à Libreville. À Libreville. Et les représentants du procureur ne pouvaient pas m'avoir au téléphone. Le ministre dont il s'agit ici, c'est le ministre Amontano. Ils sont passés une fois par lui pour dire qu'il voulait me voir. Donc il m'a informé et j'ai dit où se passait la rencontre. Il m'a dit Abidjan. Voilà l'entretien que j'ai eu avec le ministre. Donc je suis venu à Abidjan pour les rencontrer.
Merci, Monsieur le Président. Alors, vous parlez là de la rencontre de 2012, c'est ça? C'est bien ça, la rencontre de 2012. D'accord. Monsieur, est-ce qu'on vous a fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? Aucune promesse. Hier, à la fin de la journée, vous avez dit « on vous a forcé ». Maître, j'avoue que personne ne peut me forcer. J'ai 38 ans d'armée. 38 ans d'armée, tous ceux de ma promotion sont à la retraite. Seul est encore en activité le général Touré Sékou, qui est de ma promotion, qui est l'actuel général chef d'état-major des armées, et puis moi, qui, continue en tant qu'ambassadeur. Mais je suis appelé à aller à la retraite. Personne à ce niveau ne peut me faire des promesses. Qu'est-ce que j'attends en plus? Je ne sais pas. Le corps humain a ses limites. Et moi, je crois que la prochaine destination qui m'attend, c'est la retraite, c'est rien d'autre. C'est la retraite, c'est rien d'autre. Donc, vraiment pas de promesses. Je voudrais vraiment vous donner l'assurance, aucune promesse. Très bien. Alors, personne ne vous a dit, on vous a forcé. Donc, si vous voulez citer des échanges, vous pouvez le faire, bien entendu, mais il faut les citer précisément. Là, je n'ai pas compris. Citer des échanges qui ont lieu dans cette enceinte, vous devez le faire précisément en lisant les échanges qui ont eu lieu et non en interprétant ce qui a pu être dit. Alors maintenant, je voudrais vous demander... Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs, le Président, je n'ai pas compris. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Vous adresser à ce moment-là. Si vous n'aimez pas, c'est le... No, I speak to you. Oui. Le Président, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Précisément, et de ne pas faire un commentaire à l'égard de la défense. Moi, je me contente de lui dire, si vous avez quelque chose à dire, citez. Yes, and he said... Le Président. Et il a dit qu'il n'y a rien à dire sur le sujet. Donc je ne comprends pas et je n'aime pas votre intervention. Poursuivez votre interrogatoire. Alors, monsieur, vous a-t-on dit que vous étiez susceptible, au cours de ces entretiens, n'est-ce pas? Vous a-t-on dit que vous étiez susceptible d'être poursuivi par la Cour? Oui, on me l'a dit. Et je crois qu'en début de témoignage, le procureur me l'a dit également. Le président me l'a dit également. Si je fais un faux témoignage, je peux être poursuivi. Si je m'auto-incrimine, je peux être poursuivi. Et ça, on me l'a dit. Alors, je vais préciser ma question, parce que ce n'est pas exactement ce que j'entendais. Vous a-t-on dit, à l'occasion des rencontres que vous avez eues avec les gens du bureau du procureur, que vous étiez susceptible d'être poursuivi par la Cour pour votre rôle pendant la crise post-électorale? Je ne cache rien, j'étais dans la crise. Si je dois être poursuivi, c'est bien une autorité de justice qui doit me poursuivre. Si on me poursuit, je me mettrai à la disposition de la justice. Je vais lire quelques lignes de votre déclaration de 2011. Si vos TP 0011 0324, page 0326, ligne 57 à 64. Alors, je cite. Nous sommes ligne 57. Je cite. Enquêteur 1. Merci. Comme vous le savez peut-être, le 23 juin 2011, le bureau du procureur a présenté à la salle préliminaire une demande d'autorisation pour ouvrir une enquête dans la Côte d'Ivoire. Le
3 octobre 2011, ça veut dire lundi, la salle préliminaire a autorisé au bureau du procureur de procéder avec cette enquête. Selon les informations dont dispose actuellement le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le procureur a des motifs de croire que vous avez commis des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Pour cette raison, nous sommes tenus, avant de poursuivre, de vous expliquer quels sont vos droits reconnus par le statut de Rome. Avez-vous compris? Fin de citation. Vous vous souvenez de cet échange? Bien sûr qu'à chaque audition, ils font ressortir ça. À chaque audition, systématiquement. Ils me disent mes droits, ils me disent mes devoirs, et ils me demandent si je suis prêt à faire la déclaration. Donc à chaque audition, ils me le disent. Très bien. Pendant ces entretiens avec le bureau du procureur, est-ce que vous disposiez d'un avocat? Non. Ils m'ont plusieurs fois posé la question. La première fois, vous savez que moi, c'est véritablement la première fois que j'ai affaire à la justice. Donc, ils m'ont posé la question, j'ai dit non, que moi, j'ai la vérité à dire. Donc, je n'avais pas besoin d'avocat. D'accord. Est-ce que vous avez rendu compte de cet entretien particulier et plus généralement des entretiens ou de certains entretiens que vous avez eus avec le bureau du procureur aux autorités ivoiriennes? Je n'ai jamais fait de compte rendu à qui que ce soit. Jamais. Ni au président de la République, ni à mon ministre de tutelle. C'est seulement lorsque le bureau du procureur a pris contact avec moi, quand j'étais à Libreville, pour me demander de venir à Abidjan en vue de me préparer à venir ici, je leur ai demandé est-ce qu'ils ont prévenu mes autorités. Ils m'ont dit qu'ils ont envoyé une note. Donc j'attendais que mon ministre de tutelle me convoque. Il ne l'a pas fait. Et lorsqu'on m'a donné la date d'arrivée ici, j'ai essayé de le joindre au téléphone. Il m'a dit qu'il devait partir avec le président. Il m'a donné rendez-vous et je suis allé rapidement le rencontrer pour lui rendre compte que je venais ici. Voilà. Donc il fallait vraiment lui rendre compte avant de voyager et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors, nous avons parlé de l'entretien de 2011. Je vous ai cité un court extrait. Est-ce que vous vous souvenez si les enquêteurs du bureau du procureur vous ont dit, lors de votre entretien de 2012, si vous étiez encore susceptible d'être poursuivi par la CPI? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À chaque entretien, il me le rappelle. Oui. Alors je vais lire un très court extrait de votre déclaration antérieure faite en 2012. C'est le numéro 6 VOTP 0027 0266, page 0269, ligne 84 à 89. Je peux répéter le Lines numéro si 44 besoin. to 49. Le président, ligne 84 à 89. 44 à 49. Ah non, 84. Je peux répéter le numéro si besoin. Alors, je It's cite. okay, it's okay. Président, ça va. Nous sommes à la ligne 84. Intervieweur 1. D'accord. Finalement, je voudrais préciser seulement aussi la politique du bureau du procureur. Très brièvement,
On voudrait vous informer que le bureau du procureur, il concentre ses poursuites sur les personnes qui portent la plus lourde responsabilité. D'accord? Donc à ce moment-là, on n'a pas de raison, il n'y a pas de raison pour que vous craigniez quelque chose. D'accord? Et on va vous expliquer tout à l'heure. Bon, l'objet de cette déposition, c'est quelque chose de très précis qui n'est plus lié au processus même. D'accord? Alors, fin de citation. En octobre 2011, on vous informe que vous pourriez avoir commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. Et en juillet 2012, on vous informe que vous n'avez plus rien à craindre. Est-ce que les enquêteurs vous ont expliqué la raison de ce changement? Pas du tout. Moi, j'étais à la disposition des enquêteurs, donc je les écoutais. Your Honor, Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je ne vois pas, vous disiez, en octobre 2011, on vous a dit que vous aviez peut-être commis des crimes, mais on ne le voit pas ici, dans ce que vous avez lu. Monsieur MacDonald, c'est ce qu'essaie de dire mon confrère, Monsieur le Président. Tout d'abord, on n'a pas lu la page précédente. Le Président, bien sûr, mais on ne peut pas tout lire, Monsieur MacDonald. C'est pour ça que je me suis levé, Monsieur le Président, pour demander à ce que l'entrevue de juillet 2012, qui a un but spécifique, eh bien c'est clair, quand on lit toute la transcription, c'est la règle 77, ceci est conforme à la règle 77, l'accusation demande à titre exceptionnel que ceci soit versé au dossier afin de démontrer que pour cette entrevue-là, on ne parle pas des faits liés à la crise en tant que telle. Et que dès lors, cet avertissement, de la façon dont il est formulé à ce moment-là, reflète le contenu de cette entrevue. Et pour que la Chambre en ait connaissance, il faut connaître la totalité du document. La cabine française signale que Maître Altit parle en même temps que les interprètes. Au cours du contre-interrogatoire, de l'interrogatoire, je ne vois pas en quoi... Le Président, mais quand même, ceci ne figure pas dans la partie dont vous avez donné lecture. On ne dit pas que vous avez commis des crimes. Claire. Les enquêteurs du bureau du procureur, lors de la rencontre de 2011, mais je ne sais pas nier, je crois, par le représentant du bureau du procureur, lui ont lu une formule habituelle, et que je peux relire, si besoin est, que j'ai lu il y a quelques secondes. Please do not. Please do not. Le Président, non, ne le faites pas. On connaît la formule habituelle. La Cour. Et en 2012, on lui dit plus ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi, en 2012, on ne lui dit plus ça. Et la question que je lui posais, c'est est-ce que vous avez demandé pourquoi on vous disait plus ça? Alors le procureur s'est levé et il a expliqué. Ce qui, de son point de vue, explique pourquoi. Alors il a répondu à la question, si vous voulez. À la question que je posais au témoin. Vous voyez le problème? Le Président, Maître Altit, je ne vois pas le problème, parce que le témoin est ici, c'est le 7e jour, et tous les matins, je ne lui demande pas de prêter serment. Je l'ai fait une fois et cela suffit. Je ne vois vraiment pas pourquoi il y a un problème. Bon. Le représentant d'accusation a fait son point. Très bien. Il n'en demeure pas moins. Je voudrais savoir, monsieur, si vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi on ne vous faisait plus on ne vous lisait plus cet avertissement en 2012. Moi, je crois qu'il y a une pratique au sein de la Cour pénale internationale, c'est de faire connaître aux témoins
leurs droits et devoirs. Je ne mets pas forcément dans la bouche de celui qui m'interroge les paroles à prononcer. La personne a cru m'informer de mes droits et devoirs lors de la première audition. Je ne pense pas qu'à chaque audition, qu'on me fasse connaître mes droits et devoirs, comme l'a souligné tout à l'heure le président. Une fois que je l'ai su, je pense que ce qui a été dit demeure pour les autres auditions. Alors, combien de fois par la suite avez-vous rencontré les enquêteurs du bureau du procureur? Alors donc après le 9 et 23 août, je les ai rencontrés encore le 7, 8 et 9 octobre 2011. Ensuite, je les ai rencontrés le 4, 5, 6 septembre 2013. J'ai également les lieux en tête, si vous voulez les lieux. Et ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous lisez, parce qu'il me semble que vous lisez un papier. Non. Et ce que c'est? Non. Non. C'est moi qui viens d'écrire, vous n'avez pas oublié les dates. Ah. Non. Voilà. D'accord. D'accord. Ah ouais. Alors, et vous leur avez parlé au téléphone? Non, pour les deux convocations, non. La première s'est passée par Suleiman Kamagaté. La deuxième, le ministre Montano. Et c'est tout. C'est quand je viens que je converse avec eux. La dernière fois où on a eu la rencontre, c'était à Paris, quand deux jeunes Congolais, très poliment, sont venus vers moi pour me demander si je venais de témoigner à La Haye. Je leur ai dit non, que j'étais à Paris pour les vacances. J'étais même avec la sœur de mon épouse, qui, elle, vit à Paris, qui connaît bien Paris, donc qui m'aide souvent quand je vais faire des courses. Et ils ont commencé à me filmer. Elle, très au fait des droits de l'homme, a donc mis sa main sur la caméra pour dire mais qu'est-ce qu'il y a, le droit à l'image. Il a commencé à avoir du monde. Je lui ai dit bon écoute, on va partir. On avait déjà pris même la carte de la caméra, donc j'ai fait restituer la carte. Et ces jeunes m'ont accompagné. Ils se sont même excusés. Ils m'ont accompagné sur quelques mètres. Et j'arrive à la maison. On me dit, il y a une vidéo sur moi où il est en train de me menacer. Alors qu'il n'y a même pas eu de menace, tout s'était bien passé. Et je le vois, il me menace à la vidéo. Et son objectif, c'était de faire croire aux gens que j'étais à Paris avec ma maîtresse. Mais ça a bien fait rire le monde, parce que même mon épouse, parce que j'étais avec sa sœur, qui, elle, est la tutrice de mon fils qui est à Paris. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, Mongo a été agressé. Même les journaux d'Abidjan, qui ne sont même pas venus au renseignement. Voilà, il a été humilié à Paris, il était avec sa maîtresse. Bon, ce sont les photos que les gens montrent. Hein. Ça fait bien sourire les gens parce que qui connaissent bien mon épouse et sa sœur. Donc les gens du procureur sont venus me trouver à Paris pour voir si j'étais en danger, quelles sont les mesures sécuritaires à prendre. Je les ai rassurés, j'ai dit que j'étais en vacances, je n'ai pas besoin de policiers après moi. Donc, pour montrer qu'effectivement, je pouvais me balader librement. Je me baladais dans les métros, je descends, je prends le RER, je descends, je prends le taxi. Et bon, voilà, c'était la dernière rencontre. Merci. Est-ce qu'à un quelconque moment, durant toute cette période, après la fin de la crise post-électorale, vous avez été sous la menace de poursuite en Côte d'Ivoire? Non. Je n'ai reçu aucune convocation d'aucun tribunal ivoirien. D'accord.
Alors maintenant, avec votre autorisation, Monsieur le Président, je vais revenir au point de tout à l'heure, et je vais lire l'ensemble de l'échange avec ce témoin du procureur. Ça sera un petit peu plus long que tout à l'heure. Alors, monsieur, vous vous souvenez que je vous avais cité ce qu'avait dit ici un témoin de l'accusation, que nous appelons, nous, P435, et il était question du GPP. Ce témoin disait appartenir au GPP. Alors, voilà un échange, et à l'issue de cet échange, je vous reposerai la question, ou je vous poserai, si je ne l'avais pas fait, la question que je voulais vous poser tout à l'heure. D'accord ? D'accord, maître. Alors, ça commence par une question de mon confrère Bougnon, qui est un avocat de Charles Blé Goudet. Et il dit la chose suivante, et je cite. Alors, nous sommes page 63. Ligne 1. Alors, question. Je cite. Monsieur le témoin, vous avez évoqué ici une formation que vous donneriez à certaines personnes. J'ai cité le transcrit du 18 octobre à la page 40, à partir de la page 47. Je vais lire in extenso pour que les choses soient assez claires. Page 47 du transcrit du 18 octobre, voici la question de l'accusation. À partir de la ligne 21 de la page 47. Maintenant, pour cette formation, est-ce qu'il y avait besoin de ressources financières ? Vous répondez, je cite, « Oui, d'abord au niveau... » Que je sois clair, vous répondez, c'est mon confrère Bougnon qui parle au témoin à l'époque, hein, on est bien d'accord. Si quelque chose n'est pas clair, vous m'arrêtez tout de suite. Je vous suis, maître, et je note les principaux points. D'accord. Alors, je poursuis. Hein. Vous répondez, je cite. Oui, d'abord au niveau de, pour leurs fiches, pour le service national de l'état-major, on leur demandait une visite médicale, y compris, on demandait de prendre 20 000 francs par élément. Nous, on prenait 30 000 francs. 10 000 francs qui nous servaient à déjà assurer la nourriture sur place et les autres d'autres besoins nécessaires. Fin de citation. À la fin de cette même page 47, l'accusation vous pose une autre question. Et je cite. Et c'est toujours Maître Bougnon qui cite, hein, qui parle au témoin là. Et ces 30 000 francs venaient de qui ? Vous répondez à la ligne 48. Ces 30 000 francs, c'était chaque élément, chaque personne, chaque recrue qui venait avec ces 30 000 francs. Donc on avait 10 000 francs pour nous et 20 000 francs qu'on remettait au service national des armées. Ma première question, monsieur le témoin, dit Maître Bougnon, vous vous rappelez avoir dit ça ? Oui. Réponse, oui. Question. Ma première question, monsieur le témoin, vous avez à dire à plusieurs reprises on. On leur demandait. On demandait de prendre 20 000 francs par élément. Quand vous dites le on, vous parlez de qui ? Réponse du témoin. Quand je parle de on, je parle de, c'est la décision qu'on était de prendre les 20 000 francs. Ce n'était pas pour nous, c'était pour le service national, comme je l'ai dit. Il avait besoin de ces 20 000 francs pour les frais de visite médicale et autres examens que les éléments, et nous passons à la page 64, que les éléments devaient faire avant de partir en formation. Quand je dis on, c'est parce que cet argent-là, c'est nous qui, là c'est inaudible,
se rendaient directement, d'autres qui étaient partis directement à l'état-major, mais c'est à notre niveau qu'on réceptionnait l'argent. Les 30 000 francs, nous, on prenait les 10 000 francs et les 20 000 francs étaient réservés lorsque le service national nous fera signe. Nous aura fait signe maintenant pour que nous amenions les listings de ceux qui remplissaient les conditions par rapport à l'âge et puis le diplôme. On a transmis le listing et chaque personne avec les 20 000 francs. Donc ceux qui étaient retenus ont déposé en même temps les 20 000 francs. C'est comme ça que ça se passait. Quand j'ai dit « on », parce que c'est nous qui récupérions l'argent au niveau du GPP. Jusque-là, vous suivez, monsieur? Je vous suis, allez-y, maître. D'accord. Alors, question donc de Maître Bougnon. Quand vous parlez de service national, je veux savoir précisément, à cette époque-là, qui, au sein du service national d'abord, vous a demandé et comment il a demandé, je suppose de percevoir ces sommes. Qui exactement vous l'a demandé et comment est-ce qu'il vous l'a demandé? Réponse du témoin. Je pense que j'ai déjà expliqué d'où cette décision-là. Cette décision-là est venue après notre marche, lorsqu'on a eu la visite de M. Stallone. Qui nous a expliqué qu'on devait s'apprêter à former les éléments qui allaient, après, être intégrés. C'est au niveau du service national, il y avait un adjudant. Avant, j'ai parlé de l'adjudant Croco, qui était en premier lieu, d'abord, parce qu'avant, il était à l'infanterie, mais il a été muté à l'état-major BCS. Mais à cette époque-là, c'est lui qui réceptionnait directement cette somme. Question. Je pense que vous allez répéter le, parce que c'est la première fois que vous dites le nom Croco. Vous allez le dire doucement et vous allez épeler. Essayez d'épeler pour les besoins des interprètes. Réponse. Je pense que ce n'est pas la première fois que je parle de lui. Croco, c'est Croco. C-R-O-C-O. Je n'ai pas son vrai nom. C'est un sobriquet. Mais c'est en tout cas, que ce soit l'infanterie, que ce soit l'état-major, c'est comme ça que tout le monde, sous cette appellation, que tout le monde le connaissait. Question. Je pense qu'il y a un problème au niveau du transcrit page 73, à partir de la ligne 1. Je vois, il est marqué. Cette décision-là, elle est venue après notre marche, lorsqu'on a eu là ces zip. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que ces zip de M. Stallone qui nous a expliqué qu'il devait, je pense que vous pouvez reprendre cette partie s'il vous plaît. C'est une question ça. Alors, réponse du témoin. J'ai expliqué qu'avant, après notre marche, lorsqu'on a reçu la visite d'Awa Stallone, il nous avait expliqué que nos doléances allaient être prises en compte. Les revendications pour lesquelles on avait organisé cette marche-là avaient été entendues et que ça allait être pris en compte. Et nous devions nous apprêter parce qu'il y aura un appel officiel. Mais officieusement, avant que ce soit fait, nous devions former. Faire une formation initiale pour des jeunes. Des jeunes, comment on dit ça? Des jeunes, d'abord en notre sein, et puis des jeunes aussi qui venaient, des jeunes d'autres organisations proches du régime, qui allaient venir afin qu'on les forme et qui allaient rentrer, être intégrés dans les différents corps d'armée. Vous suivez toujours, monsieur? Je vous suis, maître, allez-y. Yes, but Le président, oui. Mais est-ce que nous allons donner lecture de l'intégralité de la déposition? Non, je vous pose une question, maître. Je vous avais demandé de donner lecture de la question qui précédait l'extrait que vous avez lu. Là, vous avez lu beaucoup plus. Nous ne sommes pas ici pour lire l'intégralité de la déposition d'un témoin.
La question porte sur cet ensemble-là. Et j'avais extrait ce qui était pertinent. Et vous vous souvenez que le procureur a demandé que l'ensemble de l'échange, pour que ce soit clair, soit lu aux témoins. Alors, voilà. Il n'y en a plus pour très longtemps, Monsieur le Président. No. Le Président, non. Ce n'est pas ce que le procureur vous a demandé et moi je ne vous l'ai pas demandé non plus. Je vous ai demandé de donner lecture de la question qui précédait la réponse, qui a déclenché la réponse que vous avez lue et non pas 2-3 pages de compte-rendu d'audience. De toute façon, c'est assez difficile de comprendre cela quand vous lisez. Les unes les autres et qu'il n'y a pas une question de référence. Donc pour que les choses soient claires, nous sommes remontés 2 pages en amont. Ce n'était pas possible de trouver une question puisqu'elle n'était pas suffisamment claire au dire du procureur. Maintenant, j'arrive doucement là où j'étais tout à l'heure pour poser la question. Mr. Mangou? Le Président, Monsieur Mangou. Je vous donne la parole, Monsieur Mangou. Monsieur le Président, je crois qu'à ce niveau, déjà, je peux répondre parce que ça pose le problème de recrutement, ça pose le problème de formation. Alors, ce que je voudrais, Maître, que vous sachiez, il faudrait qu'on considère l'armée ivoirienne, qui est une armée sérieuse, une armée qui fait des recrutements à partir des décisions prises par le Conseil des ministres. Nous ne recrutons pas des groupes d'autodéfense. Nous ne sommes pas en contact avec des groupes d'autodéfense, tout comme les 30 jeunes d'Adjamé Agban. Vous imaginez, je suis allé à Adjamé Agban quand j'étais au Collège du Plateau, parce que j'avais ma tutrice qui y était. Après, je n'ai plus remis les pieds à Adjamé Agban. Comment je peux recommander 30 jeunes d'Adjamé Agban à ne même pas inscrire dans l'armée, mais à inscrire dans le GPP? Pourquoi? Ça ne fait pas sérieux pour un chef d'état-major qui a la possibilité de faire recruter des gens dans l'armée. Moi, je les inscris dans le GPP en attendant quelle est cette manière de faire. Et je peux vous dire ici que vous avez reçu des témoins, c'est vrai, et non des moindres, mais vraiment vous avez reçu des témoins, vous avez beaucoup travaillé avec ces témoins. Nous, quand on écoutait le procès, on savait qui était le vrai témoin et qui sont ceux qui voulaient venir se balader ici. Alors, si vous voulez, je vous donne le principe du recrutement et je vous dirai combien de personnes nous avons recrutées réellement dans l'armée. Et j'ai ces chiffres. Nous avons eu au total, pour l'année 2000, pour l'année de crise, c'est-à-dire de 2002 à 2011, à faire 3 recrutements. Le premier recrutement, c'est en 2003. Nous avons senti le besoin d'avoir des gens, des effectifs. Et cela, c'était à la suite de la perte de la ville de Mans. On avait conquis Mans, on a fait le contrôle de Mans, mais compte tenu de la configuration de la ville de Mans qui est entourée de montagnes et autres, les unités qui avaient conquis Mans devaient reprendre leur progression, mais par manque d'effectifs, sont restés en place. Et en fin de compte, on est venu les chasser et on a vu la nécessité d'avoir des effectifs. Donc, 4000 jeunes ont été recrutés. C'était ceux-là qu'on appelait la génération Blé Goudé. Je l'ai souligné ici, non pas parce que c'est Blé Goudé qui les a recrutés, mais vous savez que les Ivoiriens, ils ont le sens de l'humour. C'était des jeunes qui battaient le pavé et du coup, on fait le recrutement. Donc, pour eux, ce sont ces jeunes-là qui sont rentrés dans l'armée. Des jeunes Ivoiriens très bien formés. Il y en avait qui avaient la licence, il y en avait qui avaient même la maîtrise. Et lorsque, Monsieur le Président, on a commencé à travailler dans le cadre de la médiation sud-africaine pour aller au désarmement, ils se sont sentis comme des laissés pour compte parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'on allait les garder dans l'armée. Donc, on leur a permis de passer les concours de police, de gendarmerie, des eaux et forêts, des douanes, et il y a beaucoup qui ont été reçus, qui sont partis. Mais entre-temps, le 24 et le 25 septembre, nous avons connu aussi 2 mutineries. Une
à Yamoussoukro, l'autre à Daougro. Celle de Yamoussoukro, nous avons pu mettre fin, mais celle de Daougro prenait tellement de l'ampleur que les mutins avaient envisagé de faire mouvement sur Abidjan. Informé, j'ai mis sur pied une compagnie qui est partie d'Abidjan à 4 heures du matin avec pour mission de les ramener à Abidjan sans qu'il y ait de blessés et de morts, de faire d'eux des prisonniers. Et cette mission a été très bien réussie par le commandant Touali qui nous a ramené 182 personnes. Sur les 182 personnes, 91 ont été radiés, 160 ont été mis en prison, 73 ont été radiés et 13 ont fui. Ça fait les 182. Œuvrant dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou qui nous demandait un effectif de 4000 personnes pour la sécurisation du processus électoral, en décembre 2009, nous avons refait un recrutement de 2000 personnes. Ces 2000 personnes ont été formées, je vous donnerai tout à l'heure le cycle de formation, ont été formées dans d'excellentes conditions en janvier, février, mars 2010 et ont été affectées pour travailler au sein de l'armée. Avec les événements d'Abobo et la situation qui prévalait au niveau d'Abidjan, nous avons recruté 3184 personnes. Ces 3184 personnes, compte tenu de l'urgence de la formation, ont donc été affectées directement dans les lieux d'affectation, à charge pour les commandants qui les recevaient de faire leur formation. Ainsi donc, on avait affecté au premier BCP 200 personnes, au Baza 200 personnes, au premier bataillon d'infanterie 200 personnes, au premier bataillon du génie 200 personnes, au BCP, au bataillon de commandement et de service BCS 100 personnes et à la garde républicaine 300 personnes. C'est pourquoi quand j'ai vu la feuille ici... Mr. Magou, this is already... Le président, Monsieur Magou, cela a déjà été consigné au dossier. Donc, je pense que vous l'aviez déjà dit, ceci, il y a quelques jours de cela. Je ne me souviens plus du jour exact, mais je me souviens des 300 gardes républicains. Bon, après la pause, je vous demanderai pourquoi 300, parce que je pense que c'est un peu disproportionné pour une garde républicaine. Mais nous allons nous arrêter maintenant. Mais une question brève, Maître Altit. Bref. C'est juste pour qu'on comprenne, Monsieur Mangou. Donc, tout ce que je vous ai lu de ce que disait le témoin, pour que ce soit clair, tout à l'heure, ainsi que ce que je vous ai lu de ce que disait le témoin au début, donc tout ce que je vous ai lu de ce que disait ce témoin 435 dont on a parlé, vous nous dites que c'est faux, c'est bien ça? Alors, je vous dis que c'est faux. L'information que nous avons reçue, parce qu'il y avait des jeunes qui voulaient se faire enrôler, qui venaient chaque fois à l'état-major, s'asseoir à l'état-major, attendaient mon passage, et on veut aller dans l'armée, sans que quelqu'un leur ait dit de venir là. Ce sont ceux-là qui se sont fait gruger par certains militaires qui leur ont dit « Si vous nous donnez l'argent, on vous fait rentrer dans l'armée ». Il y en a qui en ont profité, effectivement. Voilà, ça, je voulais le souligner. Il y en a qui ont profité. Hein, comme, généralement, ça se fait à Abidjan, dès qu'il y a quelque chose, il y a toujours des malins qui s'y glissent. Donc, ils leur ont dit, on va vous recruter, on a la possibilité de vous faire rentrer dans l'armée. Et comme les jeunes veulent rentrer, ils leur prenaient l'argent. Ça, on nous a signalé ça. Et nous avons eu même à faire un communiqué à la télévision pour dire qu'il n'y a pas de recrutement et il ne fallait pas se laisser berner. Merci. Thank you. Now we have the... Le président, merci. Nous allons faire notre pause maintenant. Nous reviendrons à 11h45. L'audience est levée jusqu'à 11h45.